Et bienvenue au Balado Switch québécoise. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Valenzuela, qui est la première conseillère de ville philippine canadienne. Plus précisément, en fait, c'est la conseillère de ville du district de Darlington dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. On a abordé des sujets vraiment intéressants et pertinents. On a parlé d'identité québécoise, on a parlé également de diversité au sein de la politique et on a parlé aussi d'inclusion symbolique. Donc, reste avec nous pour la découvrir. Hey Stéphanie, merci d'avoir accepté l'invitation au balado Suis-je québécoise? Comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Premièrement, merci à toi pour l'invitation, puis pour l'initiative en général d'avoir ce genre de balado où on peut partager nos perspectives, on peut partager nos parcours, on peut partager une version qui peut être différente d'une Québécoise. Puis je pense que c'est important que les gens puissent entendre les réalités des Montréalaises puis des Québécoises ici qui ne ressemblent pas nécessairement à notre idée d'une Québécoise ou d'une Montréalaise. Ah, merci, c'est gentil. Je crois que je te l'ai dit lorsqu'on s'est parlé au téléphone, mais lorsque je réfléchissais justement à ce balado-là, de la structure, des gens que je voulais inviter, ton nom est sorti directement. Je dis, c'est sûr, je veux parler avec Stéphanie parce que tu avais fait une publication en octobre 2022. Oui. Puis, je crois que tu étais au conseil, à la salle du conseil municipal. Puis, c'était écrit, là, je le dis en français, mais éduqué, élevé par des immigrants. Oui. Puis, ça m'avait frappée. Puis, j'étais fière. J'étais comme, si elle sort des t-shirts puis elle les vend, je vais en acheter. Donc, mais pourquoi tu avais fait cette publication-là, en fait? Bien, je pense que c'est vraiment important de remettre le contexte de la publication. C'était le lendemain des élections provinciales. Puis, durant la campagne électorale de 2022, il y avait beaucoup de discours négatifs par rapport à l'immigration et la place des immigrants dans notre société, que ce soit la société québécoise en général ou la société canadienne, et l'impact de l'arrivée de beaucoup d'immigrants dans notre société. Puis, moi, j'ai aucune peur de dire que je suis une Montréalaise, je suis une Québécoise, je suis canadienne, je suis née ici à Montréal et je le dis fièrement. Mais mes parents sont arrivés ici il y a 35 ans des Philippines. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ils ne parlent pas français. Ils sont arrivés ici avec une fille de 5 ans qui est ma grande sœur, avec vraiment aucune possibilité de retourner à l'école parce qu'il fallait vraiment travailler pour soutenir et appuyer leur famille, non seulement ici à Montréal, mais aux Philippines aussi. J'avais des grands-parents, j'avais des tantes, j'avais des oncles qui regardaient la famille à l'extérieur du pays pour pouvoir les soutenir, pour les aider. Et malgré les contributions de mes parents à la société québécoise, à ce moment-là, en 2022, je regardais sur les nouvelles, je regardais, partout, puis le discours était toujours le même 30 ans plus tard, que c'est la faute des immigrants, que si notre système ne fonctionne pas, c'est parce que c'est les immigrants, etc. Donc, pour moi, fallait que je publie quelque chose pour démontrer à quel point, en fait, non, nous sommes ici, nous sommes présents et nous faisons beaucoup de bien pour aider la société québécoise, pour améliorer, bâtir la société québécoise pour les futures générations. Et quelqu'un comme moi, qui probablement, il y a 30 ans, n'avait pas cette opportunité de se lancer en politique, puis avoir cette visibilité, puis cette plateforme-là, c'était important pour moi de démontrer que, comme, après des générations, oui, on s'intègre, oui, on a une place importante autour de la table, et que nous faisons tout ça parce qu'on est comme les autres Québécois et Québécoises. On veut améliorer notre société, puis on veut contribuer, puis on veut voir que les prochaines générations de nos familles, de nos communautés se sentent aussi Québécois et Québécoises que les dernières générations. Puis je pense que, quand on continue de parler des immigrants comme l'autre, puis on continue à le faire pour les prochaines générations, c'est pas un progrès, c'est pas du progrès. Puis on ne fait que du mal
à l'image de ces jeunes Québécois quand ils vont grandir. Puis c'est ce genre de bris que j'aimerais amener, de arrêter le cercle vicieux de ce sentiment de est-ce que je suis Québécois, Québécoise ou non? Tu sais, c'est ça. Oui, c'est une grosse question, est-ce que je suis Québécoise ou non? Puis j'ai aimé, tu as commencé ta phrase en disant, je suis une fière Montréalaise, une fière Québécoise, une fière Canadienne. Tu évolues maintenant en politique. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé? Est-ce que tu as dit, je prends ma place, je suis une Québécoise, je suis Montréalaise, je veux prendre ma place, je vais être à l'entour de la table? Bien, je pense que, premièrement, j'ai toujours été vraiment intéressée par la politique. J'ai étudié à l'Université de McGill en sciences politiques puis développement international. J'ai travaillé pendant 4 ans au Mexique pour un organisme à but non lucratif. Puis j'avais toujours cette impression, quand j'étais plus jeune, que comme fallait aider, mais à l'extérieur de notre ville, à l'extérieur de notre pays, parce qu'on regarde les États de certains pays et de certaines démocraties, puis tu vois, ça va bien à Montréal, ça va bien au Québec, ça va bien ici dans notre pays, dans notre nation, alors on va aider dans d'autres endroits dans le monde. Mais quand je suis revenue ici en 2018, je me suis dit, hey, on peut améliorer les choses ici aussi. Puis il y a une façon qu'on peut contribuer à améliorer l'état de notre ville, de nos services sociaux. Et c'est pour cette raison-là que je me suis lancée, parce qu'après la pandémie, surtout avec le discours contre les Asiatiques à cause du virus, je voyais qu'il n'y avait pas tant de représentation au niveau de personnes asiatiques, de minorités visibles. Quand il y a une attaque envers une communauté, les sorties politiques des politiciens dans les médias n'étaient pas forts pour nous protéger puis pour nous défendre. Puis, comme jeune aussi, j'ai 34 ans. Au moment où j'ai décidé de me lancer, j'avais 30-31 ans. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant de jeunes non plus dans le milieu politique à tous les niveaux. Donc, c'est pour cette raison-là que je me suis lancée. Puis, je me suis dit, hey, comme, si tu perds, c'est correct, au moins tu as essayé, mais tu peux contribuer, puis tes perspectives vont ajouter beaucoup de valeur aussi à un changement important dans notre société. Wow! Puis là, ça fait quand même 3 ans que tu évolues en politique municipale. Comment s'est passée ton arrivée? Parce que tu les as gagnées, tes élections. Tu les as gagnées, ça fait 3 ans. Là, tu arrives en place. Comment ça se passe? Bien, je dirais que ça va beaucoup mieux année 3 que la première année, c'est sûr. Je pense que ce n'est pas évident quand tu es une femme, tu es une personne minorité visible. Puis je vais avouer que je fais partie d'une minorité linguistique aussi. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et que je suis une femme. So, tu arrives dans des endroits qui sont plus connus pour avoir des hommes cis, blancs, plus âgés. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu es autour de la table, puis tu as quelque chose à suggérer ou tu donnes ton opinion, puis c'est comme si tu n'avais rien dit. Tu es comme complètement ignoré ou tu as besoin de te répéter à plusieurs reprises pour que les gens te prennent sérieusement. Puis au début, je suis quand même quelqu'un qui est plus timide. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Donc, au début, je prenais pas beaucoup de place. J'étais là, j'étais en train d'écouter. Je voulais apprendre comment ça fonctionnait, la machine municipale. Puis, je posais pas tant de questions parce que j'avais toujours peur de comme, poser une question puis recevoir une réaction comme « comme tu connais pas ça? » Puis, donc, j'ai quand même perdu... Je dirais pas que j'ai perdu du temps, mais il y a quand même du temps qui est passé avant que je prenne ma place officiellement dans la politique municipale. Mais c'est comme si le système n'était pas prêt pour quelqu'un comme moi. Oh wow! OK, il va falloir que tu expliques un petit peu plus. Le système n'était pas prêt. Oui, parce que veux pas, les gens dans des positions de pouvoir à l'intérieur de la machine municipale sont des gens qui ne me ressemblent pas, qui ne connaissent pas les réalités de personnes comme moi, des communautés comme la mienne.
Puis quand c'est quelque chose de si simple comme, tu sais, une perspective par rapport à une rue qui est fermée, par exemple, et que l'autobus le plus important du secteur va passer par cette rue, ben genre, vous pensez pas à l'impact que ça va avoir sur le quotidien des résidents dans le secteur. Quelque chose de si simple. Puis tu poses une question, puis ils sont comme... Ah, j'ai jamais pensé à ça. Ben, je suis comme, ouais, parce que vous vivez pas dans le secteur. C'est comme, vous faites pas ce que les résidents du coin font dans leur day-to-day, dans leur quotidien. Donc, c'est ce qui me choque un peu, c'est que on dit souvent qu'il faut diversifier, puis qu'il faut être inclusif, puis tout. C'est souvent des paroles qu'on entend beaucoup, beaucoup, surtout dans les dernières années. Et c'est des paroles qui doivent devenir de l'action. Tu sais, il faut pas juste le dire, il faut le faire. Mais rendu à un point où tu as quand même beaucoup de diversité culturelle autour de la table, c'est comme s'il y a toujours une barrière invisible qui fait en sorte qu'on veut garder le statu quo. Et c'est là où ça dérange pas si tu es dans un parti ou un autre, mais il faut travailler ensemble pour briser ces barrières-là. Parce qu'on doit être des alliés quand c'est le moment de faire quelque chose vraiment pour le changement. Oui, mais tu vois, on dit souvent, c'est important d'avoir la diversité alentour de la table, surtout dans les milieux de prise de décision. Mais le discours s'arrête là. C'est important d'avoir des diversités alentour. C'est important. Mais on n'entend pas c'est quoi la force. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi le reste du discours, c'est quoi la force d'avoir des diversités alentour de la table. Puis tu l'as un peu nommé pendant que tu m'expliquais. Est-ce que c'est quoi la force? Puis est-ce que c'est une vraie force ou bien c'est une inclusion symbolique? Est-ce que c'est du tokenisme? Donc, je n'arrive pas à me situer. Mais je pense que il y aura des moments où c'est du tokenisme, puis ça commence souvent comme ça à cause des discours d'inclusion et de représentativité. Mais au moment où une place est donnée à quelqu'un qui est d'une communauté culturelle, qui est issu d'une minorité visible ou de diversité culturelle, ben c'est là où le rôle et la responsabilité devient extrêmement importante pour la personne. Parce que c'est la personne qui va décider est-ce que je vais jouer le rôle de tokenism ou est-ce que je vais prendre ma place puis genre je vais vraiment partager mes opinions, je vais vraiment essayer de militer pour le changement qu'on a besoin pour notre société, puis surtout pour les communautés qui se voient comme représentées par ta position. Et c'est important parce que c'est vrai, le tokenisme est très, très présent dans notre société. Puis, on n'en parle pas souvent, mais souvent, ça commence comme ça. Une personne va être choisie parce qu'il check toutes les boîtes importantes. Oh, femmes, jeunes, personnes de couleur, blablabla. Bla, bla. Mais à la fin de la journée, OK, une place a été dédiée à toi à cause que tu as été quelqu'un de tokenized, mais ça n'empêche pas que tu as les compétences, tu as l'expertise, tu as toutes les capacités pour avoir cette position-là, puis de bien faire avec la position. Ça ne change pas le fait que tu es une personne qui est capable d'amener un aspect positif à la position que tu as été donnée. Donnée, right? So, pour moi, c'est important d'être réaliste puis de pouvoir voir ces moments de tokenism, mais c'est à toi, c'est à la personne de décider qu'est-ce que tu veux faire avec cette position-là par la suite. Ah, tout à fait d'accord avec toi. Puis je te rejoins là-dessus. Je me dis, si moi je fais partie, que ça soit en emploi, etc., puis qu'on vient me chercher pour une inclusion symbolique, it's all good. Tu sais, c'est correct. Je vais prendre la place, tu me le donnes, je vais la prendre, la place. Par contre, il faut pas que la personne s'attende à ce que je joue un rôle d'arrière-plan. Ouais. Parce que la place que tu me l'as donnée, ben, je vais vraiment la faire vivre, puis je vais travailler pour ma communauté, je vais travailler pour que les gens puissent ressentir que, hey, il y a quelque chose qui se passe, puis que je travaille pour eux. Donc, je vais pas garder un arrière-plan, puis juste faire des hallos et des bye-bye. Donc, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus. Puis là, on parlait de place. Est-ce que tu as eu à travailler pour faire ta place, que ça soit à l'intérieur de ta communauté ou à l'intérieur, justement, de la grosse machine municipale ou à l'extérieur? Je pense que dans toutes les facettes de ma vie, j'ai dû me battre pour prendre de la place.
faut comprendre aussi dans la communauté philippine, dans la culture philippine, on est très respectueux envers nos plus aînés. Donc même, tu sais, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, puis j'avais des bonnes idées pour la communauté, bien souvent, même si c'était des bonnes idées, j'avais de la difficulté à le faire passer par les aînés qui voulaient peut-être garder une certaine façon de faire, garder genre la hiérarchie d'approuver des projets. Donc, ça a commencé comme ça aussi. Puis, tu sais, je suis quand même très respectueuse aussi de ma culture puis des aînés dans ma communauté. Donc, j'ai juste comme trouvé une autre façon d'approcher la situation. Ça a pris du temps, ça a pris des années, mais il fallait que je continue parce que je me suis dit, si j'arrête et j'arrête de m'impliquer, ben qui va s'impliquer? Les gens vont juste être comme désabusés par le fait qu'eux, ils amènent des idées, puis c'est comme toujours rejeté par la communauté. So, j'ai continué, puis j'ai développé des relations avec les leaders de ma communauté, puis un lien de confiance aussi. Donc, c'était important pour moi au niveau de cet aspect-là, de prendre la place. Puis c'est la même chose au niveau politique, parce que souvent, on est perçu comme « Ah, vous êtes nouveau ». Vous n'avez pas d'expérience en politique. Ah, qu'est-ce que vous savez? Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous devez attendre avant de... Donc, même là, ça prend un peu de temps. Il faut continuer, puis il faut être vraiment... Il faut croire, il faut y croire. Parce qu'au moment où tu y crois plus, ben c'est là que tu vas arrêter de pousser l'idée ou tu vas arrêter de partager ton opinion, puis tu laisses les autres prendre la place. Puis c'est ça. Ouais, il faut y croire, effectivement, y croire, puis de ne pas oublier pourquoi tu le fais. Le pourquoi, c'est qui les gens qui sont avec toi, qui sont derrière toi, qui comptent sur toi, mais qui ont aussi confiance en toi, parce que des fois, le compte sur toi, il est lourd, mais qui ont confiance en toi. Tu as mentionné ta culture philippine. Comment tu jumelles cette culture-là avec la culture québécoise? C'est vraiment intéressant comme question parce que je suis née ici à Montréal, puis j'ai grandi à Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Puis en grandissant, je me suis jamais regardée comme une personne d'origine philippine. C'était comme pour moi quelque chose de naturel, c'était normal d'être de ma peau et de vivre à Montréal avec mes voisins, mes voisines, puis c'était normal. Après l'école, j'allais chez un de mes voisins qui était d'origine jamaïcaine, puis on allait manger comme un party ensemble. C'était normal. Mes parents les connaissaient, c'était fine. Mais quand j'avais 13, 14 ans, je suis allée à l'École internationale de Montréal. J'étais toujours quelqu'un qui allait à l'école dans mon quartier. Okay. Les écoles primaires, c'était dans mon quartier, mais quand j'étais au secondaire, ma mère a décidé de me forcer un peu à prendre un examen à l'École internationale de Montréal. Puis c'est là où j'étais comme, oh wow, c'est un nouveau monde. C'était à Westmount. On était juste comme 120 étudiants par année. Puis c'était des gens de tous les coins de la ville de Montréal. Et je me rappelle encore, aujourd'hui, on avait un cours de français, puis c'était un débat sur la souveraineté. Oh, wow. Puis j'avais un collègue de ma classe de secondaire 1, puis il était vraiment souverainiste. Puis il était comme, l'anglais, il n'y a pas de place ici. Puis quelqu'un comme moi, qui, oui, est fière d'être montréalaise, fière d'être québécoise, puis j'étais comme, je suis juste comme toi, c'est juste qu'on n'a comme pas le même parcours. Je suis exactement comme toi, sauf que au moment où il disait que on pouvait pas laisser la place à l'anglais, c'est là que j'étais un peu interpellée personnellement parce que mes parents ne parlent pas français. Mes parents vivent ici depuis 35 ans, 40 ans maintenant. Et ils sont aussi montréalais, québécois que les parents de ce jeune homme-là. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, hey, peut-être je suis pas considérée comme québécoise. Wow. Et j'avais juste 12 ans. Donc, toute ma vie avant l'âge de 12 ans, je voyais pas la différence. Honnêtement, dans ma tête, on était tous et toutes Montréalais, Québécois, fiers de vivre dans une ville où on est tous en sécurité, qu'on peut s'épanouir, qu'il faut juste travailler fort, puis on peut réaliser nos rêves.
Mais c'est ça. Wow. Puis est-ce qu'il y a des choses des traditions québécoises que tu faisais à la maison, que tu fais encore à la maison? Ben nous, c'est drôle, mais comme le mois de mars-avril, on est à la cabane à sucre. Yes, oui, je suis avec toi aussi. J'y vais au moins 3-4 fois par saison. Moi aussi, j'y vais avec mes amis, j'y vais avec mes parents, j'y vais avec mes collègues de travail. Comme, j'adore ça, puis je suis fière de nos cabanes à sucre. Mais honnêtement, la première chose qui rejoint mon identité québécoise, c'est le fait que je parle français. Puis moi, je suis fière d'une fille de la loi 101. Parce que sans la loi 101, je pense que mes parents auraient choisi de me mettre dans une école anglophone. Ah, wow. Puis c'est la réalité, c'est la vérité, parce que eux, peut-être, ils ne savaient pas c'était quoi les bénéfices ou le privilège de parler français. Mais moi, en ce moment-ci, je suis la première de ma famille à parler français, avec ma sœur, parler français, à graduer de l'université. Puis les prochaines générations de ma famille vont avoir cette opportunité-là aussi. Donc, je pense que, honnêtement, juste en sortant du Québec, de notre belle province, le fait de parler français, c'est tellement un privilège. C'est tellement quelque chose de ce dont il faut être fier. Parce que on est techniquement, le pays du Canada est un pays qui est bilingue. Oui, techniquement. Techniquement. Oui, mais je crois que tu le sais. Techniquement, le pays du Canada est bilingue, mais on dit souvent, il y a le Québec et le rock, the rest of the Canada. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est comme tellement une discussion importante, parce que le Québec est fier de sa langue, puis on devrait être fier de notre langue, puis de notre histoire, puis de notre patrimoine culturel. Oui. Il faut le préserver. Il faut continuer à le préserver pour les prochaines générations. Et c'est un peu ça aussi, la raison pour cette polarisation-là, c'est parce qu'on dit que c'est un pays bilingue. Mais ce n'est pas le cas. J'ai de la famille en Colombie-Britannique qui ne parle pas un mot de français. Puis je suis comme, hey, genre, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est là où je pense que c'est vraiment important que tous les gens qui habitent cette province, cette belle province, soient fiers de la langue française, soient fiers de notre habileté, de notre capacité de communiquer en français, puis, si possible, en anglais aussi, des fois. Tu sais, on est du monde qui ont beaucoup de privilèges. On a beaucoup d'opportunités aussi. On a des portes qui ouvrent pour nous. Et il faut foncer. Oui, tu as raison. C'est vraiment une richesse de pouvoir parler français. Ça fait partie de notre culture. Puis, souvent, en conseil municipal, parce que je le suis, bon, dans le cadre de mon travail, mais par intérêt personnel également, tu vas commencer une question en français et tu vas terminer parfois l'autre partie en anglais. C'est quoi la volonté derrière ça? Je pense que pour moi, personnellement, la volonté, c'est la compréhension que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui parle français, malheureusement. Et c'est aussi par respect à ces communautés-là qui veulent savoir ce qui se passe à la Ville de Montréal, puis qui veulent aussi avoir leurs services et que eux aussi contribuent en payant leurs taxes et qu'eux, ils choisissent de recevoir des réponses en anglais. Et je suis toujours consciente de ça. Je suis consciente du fait que la langue de notre ville est le français. Mais je suis aussi consciente du fait qu'il y a des minorités partout, que ça soit une personne qui vient d'arriver ici il y a 3 mois ou une personne qui vit ici depuis des générations, mais qui est anglophone et qui est historiquement anglophone. Donc, je pense que pour moi, c'est juste important de être le plus inclusif possible, oui. Même avec la langue. Ben oui, puis tu as le meilleur exemple, en fait, c'est chez toi. T'sais, tes parents sont montréalais, ils sont québécois, ils ont droit à cette information-là, c'est des citoyens, citoyennes, ils payent leurs taxes, ils participent à la vie démocratique, ils participent à la vie québécoise. Donc, de pouvoir avoir accès justement aux informations, à qu'est-ce qui se passe dans leur démocratie, ben c'est juste la norme, en fait. C'est la base. C'est la base. Je pense que c'est la base, surtout au niveau municipal. Je pense que comme au niveau municipal, notre responsabilité comme gouvernement de proximité, c'est de s'assurer qu'on donne des services
aux résidents. Puis quand on donne des services, on ne demande pas une pièce d'identité, on ne demande pas, tu sais, hey, j'ai besoin de ton papier bleu pour me démontrer que tu es un vrai anglophone ou non. Comme à la fin de la journée, je pense que on fait un peu plus de mal à ces personnes-là en ne pas leur donnant les services qu'ils ont besoin dans la langue qu'eux, ils comprennent le mieux. Puis là, la Stéphanie d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être québécoise? Bien, la Stéphanie d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être québécoise? Ça veut dire que je suis fière de où je suis en ce moment. Je serai toujours fière d'être une Montréalaise et une Québécoise. Pour moi, surtout à cause que j'ai vécu dans un autre pays. J'ai passé 4 ans de ma vie au Mexique, à Monterrey, à Nuevo León, à travailler pour La Paz Comienza con los Niños. C'est la paix commence avec les jeunes. Donc, nous, on mettait des programmes dans des écoles publiques et privées pour que les jeunes évitent travailler avec le cartel ou être dans la rue, évite d'être dans la criminalité. Puis souvent, quand les gens me demandaient « Ah, ben tu viens d'où, toi? » Je disais tout le temps « Montréal. » C'est même pas Canada. Je commençais avec Montréal, je suis québécoise. Puis pour moi, c'est juste important de comprendre qui tu es pour pouvoir savoir où tu vas y aller. Et c'est comme un non-negotiable pour moi que je suis montréalaise, que je vais vivre à Montréal, que je serai toujours une Québécoise et que je veux contribuer à améliorer la sorte de notre province. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me lancer en service public comme conseillère de ville. Donc, quand on me demande ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être québécoise en 2024, ça veut simplement dire que je dois continuer à prendre ma place, puis aussi continuer à partager que nous avons une place ici au Québec. On avait toujours une place, puis on continuera à avoir une place. C'est juste qu'il faut en parler, il faut partager ces réalités-là, il faut partager les perspectives différentes, les parcours différents pour que les gens se sentent comme « Hey, si elle a une place, moi j'ai une place aussi. » Si elle peut contribuer de sa manière, moi je peux contribuer d'une autre manière. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment élever le discours autour de l'immigration et l'identité québécoise à sa propre manière. Oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, on le dit souvent, quand on voit des gens qui nous ressemblent, ça nous pousse, ça nous permet de pouvoir rêver puis de dire « Hey, si elle le fait, ça veut dire il y a une place pour moi. Ça veut dire, j'ai ma voix elle compte. » Donc, non, ça prend des gens, justement, qui lèvent la main pour dire, OK, je veux m'essayer, je veux y aller. Qu'est-ce que tu dirais à des gens, justement, que ça soit moi, de mon origine haïtienne ou tout autre, qui ont cette crainte, qui disent, je sais pas si je vais être acceptée dans ce monde-là, mais je veux participer, je veux y aller. Je pense qu'il y a toujours un genre d'inconfort en te lançant dans comme l'inconnu, parce qu'il y a toujours un risque. Mais en même temps, si tu te lances pas et si tu prends pas le risque, tu vas jamais savoir si tu vas être accepté ou non. Tu ne vas jamais savoir si tu vas réussir ou non. Puis à un moment donné, tu dois regarder aussi ton entourage puis voir que comme, hey, si ces gens-là m'acceptent, puis même inconditionnellement, je pense que je peux tenter et essayer et voir comment mon impact ou mes expériences vont changer le discours autour de n'importe quel sujet. Donc, je pense que comme c'est difficile, c'est toujours difficile et inconfortable de te lancer dans une situation auquel peut-être tu n'as jamais fait face, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on est en 2024, honnêtement. Puis comme, je pense que c'est plus le temps d'avoir peur, puis tu vas toujours trouver des alliés à un moment donné, parce qu'il y en a. Mais oui. Il y en a, puis il faut juste lever ta main, puis ils vont te trouver. Ils et elles vont te trouver. C'est ce que nous vivons en ce moment à Montréal, au Québec, au Canada.
en Amérique du Nord. C'est la réalité qu'on est dans une période de notre société où tout est très polarisé et on ne peut pas se cacher des changements qui arrivent. Puis si tu n'es pas d'accord avec ces changements, il faut le dire. Puis il faut trouver un moyen de comme atténuer cette polarisation-là. C'est vrai. Atténuer, on a beaucoup entendu dans les derniers mois, atténuer, résister, aller se trouver des moments où tu vas être bien, aller chercher un bien-être ailleurs aussi. Puis là, le temps file, mais qu'est-ce que tu dirais? Ce serait quoi ton mot de la fin, là? Mon mot de la fin, ça serait de continuer d'avoir des conversations avec tout le monde. Pas juste les gens qui sont déjà d'accord avec toi. Pas juste les gens qui font déjà partie de votre echo chamber. Parce que la réalité de cette polarisation que nous vivons en ce moment, c'est parce qu'on est comme dans une société où on se parle plus. Tu sais, quand je suis pas d'accord avec toi, c'est assez, je veux plus t'entendre, ciao, bye. Je te unfollow, désabonner, c'est fini. Mais je pense que en ce moment-ci, avec cette polarisation-là, on va avoir une meilleure sort si on essaie de parler avec nos voisins puis nos voisines qui probablement n'ont pas les mêmes opinions que nous. Parce qu'on réalisera qu'on est tous et toutes des humains et que peut-être tu as une perspective qui est différente et pour des raisons X, Y, Z, peut-être c'est ton parcours, peut-être c'est quelque chose qui t'a comme traumatisé. Mais moi aussi, j'ai des réalités différentes. Puis ce qui m'a mené à l'opinion que j'ai en ce moment. Puis peut-être si on avait comme un entretien où on pouvait avoir un dialogue, on comprendrait pourquoi tous les deux, on a des opinions si différentes. C'est vrai. On dirait qu'on a oublié de savoir dialoguer, de savoir partager, discuter. On dirait que maintenant, on est plus dans l'argumentaire. Ouais. Je dois défendre, je dois débattre mon opinion. Tu débattes ton opinion, on s'entend pas. Comme tu as dit, on se retire. On dit, cette personne-là, malheureusement, moi, je me retire de la conversation. Mais c'est pas ça. Discuter, c'est que tu as le droit à ton opinion, j'ai le droit à mon opinion. Comment nous, on se retrouve là-dedans? Comment qu'on peut s'imbriquer puis essayer de former quelque chose collectivement de plus fort? Oui. Dans le respect. Oui, toujours. Dans le respect. Puis c'est là où je pense qu'on est comme très loin de où on était avant. T'sais, oui, il y a eu beaucoup de progrès puis des améliorations dans la société, mais d'une certaine manière, à cause de ces améliorations-là, c'est comme si on se retourne aussi dans un temps qui n'était pas très, très bien pour des personnes comme nous. Oui, c'est vrai. Et c'est là où je pense que comme il faut continuer les discussions. Il faut parler à du monde qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, qui n'ont pas les mêmes perspectives puis parcours que nous, mais ton parcours puis ton opinion est aussi valide que la mienne. Et pour avoir une société où on peut tous comme vraiment s'épanouir, c'est qu'il faut trouver des compromis, il faut avoir il faut vraiment être inclusif. C'est là où l'inclusivité fait vraiment la différence. Wow, mais là, je me pars. Attends une seconde. Là, j'avais dit le temps file, mais là, comment être... Tu l'as soulevé, on en a parlé brièvement, justement, de l'inclusivité symbolique, du tokenisme, mais là, tu le dis, il faut vraiment être inclusif. Mais comment qu'on fait? Comment on fait pour être inclusif? Je pense que tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi le but de tout ça. Dépendamment de la conversation puis de la discussion autour de l'inclusivité, je vais donner l'exemple de comme mon rôle comme conseillère de ville. C'est que moi, j'ai mes propres opinions, puis j'ai mes propres idéologies, mais en même temps, je dis, et je le suis, je suis la conseillère de tout le monde, de tous les résidents de mon arrondissement. Si tu as voté pour moi ou non, ça ne dérange pas. Je vais continuer à te servir et à te répondre comme ta conseillère de ville. Je suis là pour t'aider, je suis là pour trouver des solutions. Que je suis d'accord avec toi ou non, je suis là pour ça. Donc, quand on parle d'inclusivité, c'est inclure tout le monde. Même si ils sont visiblement contre toi, c'est que leurs opinions sont importantes aussi. Puis,
on peut pas juste faire de la consultation avec du monde qui sont déjà d'accord avec nous. Tout à fait. C'est pas une consultation, ça. Il faut inclure tout le monde dans cette consultation. Il faut inclure toutes les personnes possibles, surtout ceux et celles qui sont jamais consultés et qui sont dans le noir souvent, où on n'est pas capable de les rejoindre. Ça, c'est une consultation. Ça, c'est l'inclusivité. C'est trouver des façons pour vraiment amener tout le monde à la table. Wow, mais merci Stéphanie, merci. Merci à toi. Pour ta participation, puis de nous avoir partagé juste une partielle dans ton parcours, parce que je sais que tu pourrais nous en parler vraiment en plus long et en plus large. Mais merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. J'ai vraiment hâte d'écouter et d'entendre tous les autres entrevues de Suis-je québécoise. Merci. Et merci d'avoir suivi notre belle discussion. N'hésite pas à liker, à partager ou à nous écrire des commentaires, à nous dire comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as perçu, toi, lors de cette conversation-là, qu'est-ce qui t'a marqué. Donc, n'hésite pas à nous écrire un commentaire à moi ou à Stéphanie. Merci.